Et c'est reparti. Bonjour à tous. Voilà, épisode 2 consacré à ma collègue. Voilà, vous aviez plutôt apprécié le premier épisode, eh ben, on passe à la suite. Alors, avant de commencer, peut-être une petite remise en place du contexte. Voilà, comme je l'avais dit, ce type de vidéo, c'est full impro. Ça veut dire que je ne prépare rien, c'est-à-dire pas de texte ou quoi à l'avance. Après, je prends quand même la peine de ranger un minimum, et je dis bien un minimum, et de regarder également les films dont je vais pouvoir un petit peu vous parler. Mais sinon, c'est très différent des critiques que je fais habituellement, enfin en tout cas des critiques de films que je vais voir en salle ou autre, parce que ben, moi, j'estime que, et c'est le but de la chaîne, je ne le dirai jamais assez, mais synéclectisme, hein, il y a le mot éclectisme, c'est l'occasion aussi, la collecte, ben, de passer comme ça, par exemple, d'un film de Jean-Luc Godard, un film de James Gunn, etc. Donc, je trouve que l'impro, pour moi, ça a du sens dans ce type de vidéo. Je dis ça parce que, sans vouloir viser absolument personne, ben voilà, j'ai cru comprendre qu'apparemment, on disait que parfois ça faisait un petit peu, ça manquait peut-être un petit peu de lapidité, etc. Mais je tiens à préciser que le but ici est de vous faire partager mes goûts. Et, euh, et voilà. Et vous me disiez aussi en retour, bah, à la fois ce que vous en pensez, évidemment dans la joie et la bonne humeur, pas dans l'agressivité. Et également de vous donner envie, pourquoi pas, de découvrir d'autres types de films en support physique. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de préparation en amont, c'est vraiment, je dirais pas que c'est à l'arrache, mais voilà, c'est vraiment en mode full impro, j'ai même envie de dire presque théâtre d'improvisation, façon de parler. Mais voilà, moi personnellement, le concept me plaît et maintenant c'est vrai que par rapport à la dernière fois, voilà, aujourd'hui je ne suis pas fatigué, j'étais extrêmement fatigué lorsque j'ai fait la première vidéo, mais bref, passons. Moi, aujourd'hui, tout va bien, j'ai très bien dormi, il fait bon, il fait très chaud même, en tout cas en Belgique. Bref, on commence tout de suite. Alors, en premier lieu, pourquoi pas revenir sur du cinéma populaire, hein, donc avec ce coffret, je pense que vous l'avez vu, sacré à John Wick. Et oui, j'aime bien John Wick, voilà, la quadrilogie, qui pour moi se suffit en elle-même. Alors, profitons-en. Voilà, donc les aléas du direct. On profite pour vous les montrer tout ça par un. Donc, le premier John Wick. Alors, je précise que ce coffret, je l'ai eu via Amazon en France. Voilà. John Wick 2. Ensuite, John Wick 3. Et enfin, last but not least, John Wick 4. Voilà. Alors, je vais pas être très long là-dessus, hein. C'est une saga d'action. Bon, on en a suffisamment parlé, qui a renouvelé, je dirais, un petit peu les codes du genre, ou en tout cas, si vous connaissez un petit peu le principe de ces films, ce sont des films d'action qui reprennent les codes du cinéma d'action hongkongais, mais à la sauce hollywoodienne, et ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne, et puis ça permet aussi de voir que Keanu Reeves, à 60 balais passés, est encore capable de nous surprendre, même si dans le dernier, on sent que devient un petit peu plus compliqué. Et oui, l'âge est là. Et une manière aussi de montrer que non, Tom Cruise n'est pas le seul à son âge à encore pouvoir faire ses cascades lui-même et à montrer qu'il en a dans le ventre. Bref, donc passons à la suite. Alors, tout autre type de cinéma, hein, le plaisir de Max Ophuls que j'ai acheté il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, que j'ai vu seulement une seule fois, mais je m'en souviens très bien. Alors Max Ophuls, je vous avoue, je n'ai pas tout vu, loin de là. Il m'en reste encore quelques-heures à voir, et pas des moindres. Mais ici, dans le plaisir, pour le peu que je me souvienne, alors je le répète, j'avais aimé le film, mais il faut vraiment que je le revoie parce que ça fait 10, 11 ans que ce n'est plus le cas.
j'ai, voilà, un assez bon souvenir de Jean Gabin. Je veux dire, je me rappelle, le film est structuré, je vais dire comme ça, en plusieurs histoires et fortement centré sur la psychologie et les interactions humaines. Moi, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous me connaissez un petit peu, hein, vous savez que moi, je jure énormément par les interactions entre les personnages, par leur rapprochement psychologique, et cetera. Pas pour rien que je suis grand fan du cinéma de Claude Sautet, par exemple. Et voilà, donc le plaisir de Max Ophuls, que, que je vais revoir un de ces quatre, hein. Peut-être que j'en parlerai sur ma chaîne, on verra. Mais là, ça me fait plaisir quand même d'en reparler. Alors ensuite, autre type de classique, donc celui-là, j'imagine que vous le connaissez, L'étrangleur de Boston, réalisé par le grand Richard Fleischer, avec Tony Curtis en contre-emploi total. Peut-être l'un des meilleurs films de Richard Fleischer, hein, je veux dire, film qui entremêle à la fois un style semi-documentaire avec également d'autres audaces formelles, mais il y a pas mal d'audace, hein, je veux dire, dans le film. Déjà, le fait, je le disais, de faire de Tony Curtis comme ça un être monstrueux, voilà, un tueur, hein, disons-le, c'est quand même quelque chose d'osé, hein, je veux dire, même pour l'époque. Alors, à ses côtés, on a aussi deux autres pointures. On a Henry Fonda, plus la peine de le présenter, hein, je veux dire, et également George Kennedy, pareil, hein, grand second rôle de luxe, qui lui se fera connaître surtout dans le registre de la parodie, où il joue le collègue de Leslie Nielsen, aka Frank Drebin, dans la trilogie Y a-t-il un flic? Voilà. Mais en tout cas, L'étrangleur de Boston, donc je le disais, hein, un bon thriller, avec un style comme ça aussi parfois un petit peu horrifique, hein, on n'est pas loin quand même parfois de, je n'irai pas jusqu'à faire le rapprochement avec le Psycho d'Hitchcock, mais il y a quand même un bon petit côté horrifique qui en plus se prête bien au mood du genre, voilà. Et surtout, hein, encore une fois, Tony Curtis qui mouille, si je puis dire, bien sa chemise. J'ai même envie de dire que l'étrangleur de Boston est un peu à Tony Curtis ce que Collatéral est à Tom Cruise, quoi. C'est-à-dire deux acteurs, deux superstars comme ça, beaux gosses, qu'on imagine toujours bien lisses, bien propres, etc. Et puis, qui, une fois qu'ils cassent leur image, ils montrent une autre facette de leur jeu, beaucoup plus sombre, beaucoup plus tourmentée. Donc voilà, l'étrangleur de Boston, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, petit bijou. Vous ne le regretterez pas, c'est un fait. Alors, celui-là, je vais vite passer dessus parce que je ne m'en rappelle plus tellement, mais Primary Colors, donc réalisé par Mike Nichols, donc avec John Travolta et Emma Thompson. Alors, un film, donc une satire en quelque sorte, hein, qui est contemporaine de l'affaire Clinton et Monica Lewinsky, où on retrouve, bon, je vous avoue, j'ai un peu zappé ce film de ma mémoire, hein, il y a longtemps. Mais en gros, voilà, on a Travolta qui joue le rôle d'un gouverneur américain qui veut se présenter, un gouverneur démocrate, qui veut se présenter au présidentiel et qui, voilà, sa candidature va être mise à mal pour différents types d'affaires peu reluisantes, alors pas forcément à caractère de meurtre ou quoi, mais plus, je dirais, de l'ordre sexuel. Et je vous dis, c'est un film qui est très contemporain de l'affaire Clinton, hein, qui s'était déroulée fin des années 90, 96, 97. Bon, je vous avoue que j'étais trop petit à ce moment-là, mais voilà. Et je vous dis, c'est pas considéré de toute façon comme apparemment l'un des meilleurs films de Mike Nichols. Moi, c'est un film que je n'ai vu qu'une fois il y a quand même fort longtemps, hein. C'est un DVD d'ailleurs qu'on m'avait offert comme ça, trouvé sur une brocante. Donc je vais pas être très long là-dessus. Moi, j'avais le souvenir que voilà, Travolta, qu'on ne présente plus, est plutôt convaincant, même si des fois Travolta, quand il est en roue libre, voilà quoi, hein, ça passe ou ça casse. Bon, on va passer vite au suivant. Donc, alors, vous le connaissez tous aussi, Les Noces funèbres de Tim Burton. Voilà, un Tim Burton que j'aime bien. Alors, je sais que pour certains, la carrière de Tim Burton s'arrête après Sleepy Hollow. Mais pour moi, bon, même si pour moi son âge d'or, hein, comme tout le monde dit, c'est clairement les années 80, 90.
même dire 80, hein, il a commencé fin 80 avec Beetlejuice et le premier Batman, mais clairement les années 90, jusqu'à Sleepy Hollow en 99, pour moi, c'est du lourd. Et après, alors je serais moins catégorique, hein, je n'irai pas jusqu'à dire que Tim Burton, à partir de La Planète des Singes en 2001, que c'est de la merde, même si pour moi son remake de La Planète des Singes, pour moi c'est pas bon, voilà, je ne l'aime pas. Bon, je l'adorais quand je l'avais vu au moment de sa sortie en salle à 12 ans, mais après, ça a été compliqué. Enfin bref, mais voilà, moi je trouve que même après, dans les années 2000, il y a quand même encore par-ci par-là, même si les films sont moins bons, quelques petites pointes d'audace. Je pense à Sweeney Todd et même, je le disais, aux Noces funèbres, qui pour moi est une bonne histoire, même si la fin, je me souviens que certains n'avaient pas tellement aimé la fin, donc mini spoiler, s'il y en a qui ne l'auraient pas vu, où en gros le personnage de Victor, doublé par Johnny Depp, que c'est un film d'animation, hein, stop motion, décide finalement de se marier à sa promise comme il se doit, donc doublé en VO par Emily Watson, mais bon, ils sont réellement amoureux. Et certains auraient bien voulu qu'il épouse la mariée squelettique, doublée par Helena Bonham Carter. Bon, j'ai envie de dire, voilà, même si ça fait effectivement un petit peu classique, euh, je me dis, si c'était mis avec la mariée squelettique, ça aurait peut-être été trop attendu. Bref, je ne vais pas revenir sur le film en long et en large, j'imagine que vous connaissez tous, mais pour moi, c'est un bon petit Tim Burton. Même si c'est peut-être un peu moins grand et moins surprenant, je vais dire, que L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui restait une vraie petite bombe même à l'époque. Mais pour moi, voilà, ça se laisse regarder, c'est on solide. Alors ensuite, vous le connaissez aussi, hein, c'est aujourd'hui. Bowling for Columbine, donc voilà, de Michael Moore. Alors, je dois bien reconnaître que je déteste pas Michael Moore en lui-même, mais il y a juste son côté populiste qui, moi, me dérange un petit peu. Voilà, je vais pas revenir un petit peu là-dessus. Alors, voilà, je sais que Michael Moore, voilà, c'est un bon cinéaste, il sait filmer, il a sa patte bien à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un provocateur, Dieu sait à quel point j'adore les provocateurs. Mais voilà, sa manière pour moi voilà, de s'habiller, je vais dire, comme un sac à patates, passez-moi l'expression, pour se faire passer, enfin, je veux dire, pour quelqu'un, pour un homme du peuple, voilà, s'habiller comme un sac à patates pour se faire passer pour un homme du peuple et mieux tourner en dérision ses concitoyens, ça fonctionne un petit peu, mais au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu facile. Voilà. Même si Bowling for Columbine, on est sur du lourd, hein. Donc rappelez-vous, c'est un film qui traite à la fois des armes à feu, du port d'armes aux États-Unis, et qui part du principe, le titre n'est pas anodin, Bowling for Columbine, de la fameuse fusillade qui a eu lieu au lycée Columbine en 99, que certains avaient même été jusqu'à dire que c'était Matrix qui venait de sortir à l'époque aux États-Unis, qui avait soi-disant influencé les deux fous furieux qui sont passés à l'acte. C'est complètement con, mais bon, bref, passons. Et voilà, pourquoi Bowling for Columbine? Parce qu'apparemment, ils se sont fait un bowling avant de faire ce qu'ils ont fait. D'où le sens du titre, un film qui à l'époque avait fait beaucoup parler de lui et qui est bien fait, il faut bien le dire. On a, comme souvent chez Michael Moore, un entremêlement de pas mal d'images, voilà, d'un peu de tout. Il y a pas toujours qu'un petit peu de dessin animé. Je crois me souvenir qu'il y a même à un moment donné un extrait de la série South Park. On voit également comme ça des scènes où on voit des femmes, je veux dire, voilà, typées mannequins, en train de tenir comme ça une Kalachnikov. Je veux dire, un style comme ça très provoque, mais en même temps très utile. Et on a également aussi des interviews de Marilyn Manson, qui lui aussi a été suspecté d'influence néfaste sur la jeunesse. Ou encore, voilà, c'est peut-être pour moi la plus importante, celle qu'on retient le plus, le face-à-face entre Michael Moore et un certain Charlton Heston, partisan, et je veux dire, du port d'armes, séquence quelque peu glaçante. Donc, voilà, donc Michael Moore, j'aime bien, mais de toute façon, c'est même plus trop ce que devient le bonhomme actuellement, quoi, hein. Donc, voilà. Alors ici, je continue, donc,
Celui-là, bah, pareil, hein, dire vous le connaissez, Toy Story 3. Je me rends compte que les DVD que je vous montre pour le moment, c'est tous des DVD qu'on m'a offert ou que j'ai acheté à l'époque. Donc, en l'occurrence, c'est le cas. Toy Story 3, qui est peut-être mon préféré pour moi de la quadrilogie et bientôt pentalogie apparemment, hein. Il y a un 5e opus qui est en développement. J'hésite toujours entre le premier et le troisième. Mais pour moi, le troisième, moi je me rappelle quand j'étais allé le voir au ciné avec les copains, Heu, j'étais, limite à 2 doigts de pleurer quoi, en fait. Non seulement parce que quand le premier Toy Story est sorti début 96 en Belgique, j'avais 6 ans et demi, j'étais tout petit à l'époque et c'était une vraie, révolution à l'époque, hein. On avait, le premier film d'animation tourné en images de synthèse. Bref, je vais pas revenir en long et en large dessus, mais ça reste une sacrée expérience et alors ce troisième volet, voilà, il y a une séquence à plus d'un titre, hein, rappelez-vous, voilà la séquence, je vais dire dans comme ça dans la lave ou même cette fin, cette magnifique fin qui pour moi concluait parfaitement ce qui à l'époque était présenté comme, une trilogie. D'où le fait que j'ai moins, d'affinité avec le quatrième volet, mais voilà, donc Toy Story 3 pour moi, petit bijou et peut-être mon préféré de la saga, même si le premier voilà, est toujours entre le premier et le troisième. Le deuxième, sans le détester, moi voilà, moi je trouve que scénaristiquement, ce n'est que mon humble avis, c'est peut-être pour moi le moins intéressant, je vais dire, ou en tout cas, moi le principal reproche que j'ai à faire au deuxième, c'est qu'il est peut-être un peu trop, branché pop culture, voilà. Il y a alors je sais que ça plaît à beaucoup de gens, il y a des références à Jurassic Park, à Star Wars, à plein de choses de la pop culture. Alors en soi, c'est drôle, hein, c'est amusant, mais même si on retrouve toujours les thématiques, sont toujours très solides, hein, saga Toy Story, qui est d'ailleurs ma saga d'animation préférée, sur le sort du jouet, le destin du jouet, est-il destiné à l'abandon, et cetera. Je sais pas, je le 2, enfin même si je le préfère quand même au 4, est peut-être celui, avec lequel j'ai moins d'affinité. Bon, on va passer, de nouveau à la suite, hein, donc encore un que vous connaissez, donc Darkman de Sam Raimi, qui est que j'aime beaucoup. Voilà, je n'irai pas non plus jusqu'à crier au chef-d'œuvre comme le font certains, parce que pour moi, il y a quand même des choses qui ont un petit peu mal vieilli. En tout cas, visuellement, même si l'histoire est toujours assez prenante, hein. Puis Sam Raimi qui a eu l'audace de créer son propre super-héros, c'est quand même pas rien, hein, vu que à l'époque, apparemment, je sais plus, il avait en tête, il avait déjà des idées de super-héros, hein. On sait très bien ce qu'il fera par la suite, hein, avec un certain Spider-Man. Mais voilà, mais en tout cas, c'est un film qui tient bien la route, un film de super-héros aussi très noir, très sombre, avec aussi un anti-héros très bien incarné par Liam Neeson, avec à ses côtés Frances McDormand, elle aussi très bien, qui d'ailleurs dit ça a son importance, hein, et était également l'épouse donc de l'aîné des frères Cohen, Joel Cohen, qui eux-mêmes étaient de grands amis de de grands amis de Sam Raimi, donc ceci explique cela. Mais voilà, donc on a un bon film de super-héros pour moi, très noir, très sombre, qui se laisse regarder, même s'il y a des effets que je trouve quand même peut-être parfois un petit peu kitsch ou un peu, voilà, un petit peu too much. Alors, je n'ai pas vu les suites, hein, je sais bien qu'il y en a un 2e, un 3e, voire même peut-être un 4e, mais je me sens pas vraiment les besoins de les regarder, d'autant que, paraît-il, c'est assez dispensable, mais voilà. Mais Darkman de Sam Raimi, donc toujours un petit plaisir. Alors, alors cette fois, donc film, pareil, que je n'ai plus vu depuis sa sortie en DVD, La piel qui habito de Pedro Almodovar. Alors, je sais bien que c'est un Almodovar qui, apparemment divise pas mal et moi personnellement, j'avais beaucoup apprécié parce que, Pedro Almodovar, sortait un petit peu de son style habituel, hein. Il nous avait habitués à pas mal de mélodrames comme ça, très sophistiqués et aussi très beaux. J'en ai jamais encore parlé sur la chaîne, mais j'aime énormément le cinéma de Pedro Almodovar,
et que ce soit sa première période, hein, centrée sur la Movida et même bien après. Et ici, je trouve justement, même si je n'ai plus vu La Piel qui habito depuis longtemps, bah là, il ose le registre du thriller parce que là, on est vraiment dans du thriller pur jus. On pourrait même dire du thriller horrifique. Ça va loin, ça va très loin, c'est même parfois même, je vais dire un petit peu choquant, même si le film est adapté d'un roman, du roman Migale, que je n'ai pas lu, mais qui paraît-il est très bon. Et alors aussi, c'est un film dans lequel, c'est ce qu'Almodovar disait à l'époque, ose se confronter à Hitchcock pour de bon. C'est-à-dire qu'il se confronte pour de bon au thriller, avec ce qu'il faut en termes de suspense, rebondissement, etc. Et, et voilà. Donc pour moi, ça fonctionne. Il y a quand même des scènes, hein, même si je n'ai plus vu depuis un moment, qui moi, m'ont marqué au fer rouge, hein. Il y a une séquence notamment de viol qui est assez intense. Plus également, bah, mine de rien, on se demande, bon, même si ce chirurgien prétend faire ça pour venger son fils, ben, on sent qu'il est quand même pas non plus très net dans sa tête, hein, vu ce qu'il va faire avec sa créature, on peut le dire comme ça. Donc voilà, propos assez ambigus, assez malaisants, hein, mais c'est ça aussi le style Almodovar, hein, c'est que même quand il fait ses films plus classieux, il y a toujours un petit côté comme ça, volontairement un peu provoque, parce que c'est aussi un gros provocateur, hein, Pedro Almodovar. On a tendance à l'oublier, mais Almodovar, bah, le cinéma, bah, c'est aussi les putes, les travelots, le foutre, enfin je le dis vulgairement, mais voilà, comme ça, le sang, les relations sexuelles parfois plus ou moins correctes, hein. Je vous invite à revoir son film Attamé, hein, Attache-moi, que je dois voir ici quelque part d'ailleurs, avec déjà Antonio Banderas qui retrouve un très beau rôle ici dans La Piel qui habito, et que voilà, bah, que je prendrai sûrement la peine de revoir un de ces quatre. Et puisque on parle d'Almodovar, eh bien j'en profite, j'avais sans doute repéré pour parler de ce coffret que j'ai depuis bah, une bonne quinzaine d'années, voilà, que j'avais trouvé comme ça à la Fnac et qui réunit bah, ces quatre derniers films à l'époque. Et je me souviens, c'était au moment de la sortie de Les Traites brisées en 2009. Et alors, Pathé avait ressorti ce très beau coffret qui regroupe, vous voyez, Tous sur ma mère, Parle avec elle, La mauvaise éducation et Volver. Quatre films que j'aime beaucoup, hein, je le disais. Donc, là, je vous les montre hein, comme ça, rapidement, hein. Film que je n'ai plus l'occasion de regarder, mais que. Voilà, ici. Voilà donc Almodovar, dont je parlerai très vraisemblablement un jour. Je ne l'ai pas encore dit, mais mon préféré de ce coffret, qui est d'ailleurs l'un de mes Almodovar préférés, est très certainement donc Parler avec elle, Hablé con ella, qui pour moi est peut-être le plus touchant, le plus marquant à plus d'un titre. Alors, voilà, donc pareil, hein, celui-là, je suis sûr vous le connaissez, Le Patient anglais, bah, que j'avais trouvé hein, sur une brocante il y a de cela 10 ans. Je vous dis aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment là où on parle le plus de DVD anciens. Alors voilà, mélodrame, tout ce qu'il y a de plus classique, flamboyant, classieux, hein, inspiré des films de Douglas Sirk, et que moi j'aime bien. Voilà, encore une fois, je dirais pas que c'est formidable, hein, mais voilà, c'est bien joué. On a un beau casting, hein, on a Ralph Fiennes ou Ralph Fiennes, bref, je sais jamais comment on prononce, qui justement a un beau personnage hein, au départ, qui joue le rôle comme ça d'un homme un peu affect, un peu égoïste, et puis qui va progressivement changer via l'amour, hein, face à cette très belle femme, hein, donc représentée par Christine Scott Thomas, qui joue le rôle d'une épouse un petit peu délaissée, son mari Colin Firth, qui est un vrai salopard dans le film. On a également bah, Willem Dafoe, lui aussi en contre-emploi, hein, dans un personnage également un petit peu abîmé.
et également Juliette Binoche, hein, Juliette Binoche qui avait d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur second rôle. Donc voilà, Le Patient anglais. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, même j'ai pas peur de le dire, même si ça reprend les grosses ficettes hein, du mélo traditionnel. Hein, oui, on pleure, on pense que l'homme qu'on aime est mort, mais en fait non. Et puis finalement, ils vont se mettre ensemble, et puis ça va aller, etc., malgré la vie. Mais voilà, ça fait son petit effet, c'est très bien interprété, c'est réalisé de manière classique, mais voilà, des fois c'est ce qu'on aime aussi. Alors ici, on va passer dans du très 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 lourd. Il sera question, il y a moi, de mon réalisateur préféré, Martin Scorsese, via ce très beau DVD en fait que on m'avait offert avec le journal Le Monde, qui regroupe les courts-métrages et documentaires de Scorsese. Alors, vous avez donc What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This? Une fois que l'anglais n'est pas mon fort, vous l'aurez compris, mais voilà. It's Not Just You Murray, The Big Shave, Italian American et American Boy, A Profile of Stephen Prince, donc vraiment les premiers courts-métrages et documentaires de Martin Scorsese, le tout accompagné d'une présentation par l'historien du cinéma et réalisateur Michael Henry Wilson. Et vraiment, voilà, il est très important. Si vous aimez Scorsese, je ne peux que vous inviter à découvrir ses différents courts-métrages qui en disent déjà long sur son style et sur ses futures œuvres à venir. Voilà. Alors on reste sur Scorsese. Vous le connaissez, hein, pour moi, immense chef-d'œuvre, hein, l'un de ses meilleurs. Raging Bull, voilà, le fameux biopic sur Jack LaMotta avec Robert De Niro dans le rôle titre. Oscar à la clé, écrit par Paul Schrader, avec également Joe Pesci dans le rôle de Jake LaMotta. Voilà, donc voilà, pareil, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, voyez-le, c'est pour moi l'un des meilleurs films. Alors encore une fois, à l'instar de Rocky, c'est pas un film sur la boxe, on est dans un portrait psychologique très bien, mais on sent que Scorsese, voilà, d'ailleurs il le disait lui-même, hein, les scènes de boxe, de combat de boxe, devaient être à l'image de la vie quelque peu chaotique de Jake LaMotta. Voilà. Alors, de nouveau, hein, chez Scorsese, alors avec un film qui n'est pas forcément son plus connu, ni même le plus estimé, mais que moi j'aime beaucoup, est Kundun, voilà, dans lequel Scorsese s'attache à retracer donc les années de formation du Dalai Lama, voilà, qui doit faire face à l'invasion du Tibet par l'armée chinoise et qui va se retrouver exilé en 1959. Kundun, voilà, qui pour moi a quand même son importance dans l'œuvre de Scorsese, parce que si vous le connaissez un petit peu, vous savez qu'il est très branché sur la religion catholique. Et alors ici, le fait qu'il s'attaque au destin du Dalai Lama, c'est une manière de questionner sa foi à lui, tout en racontant, encore une fois, un bon portrait psychologique. Donc Kundun, la limite, si même vous ne l'avez pas aimé ou vous considérez que c'est un Scorsese mineur, redonnez peut-être lui une chance. Hein, c'est vraiment, moi je trouve qu'il en vaut la peine. Quoi. Très bien. Alors, on va pas faire tous les Scorsese, mais bon voilà. Gangs of New York, voilà, pareil, hein, l'autre c'est plus connu. Alors moi je l'aime beaucoup, c'est pas forcément mon préféré, mais il est grandiose à plus d'un titre. Scorsese qui fait ici le film qu'il avait en tête à l'époque depuis plus de 30 ans, édition de l'époque, hein, avec DiCaprio, Cameron Diaz et Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis qui une fois encore écrase tout sur son passage, Bill the Butcher, voilà. Alors, le dernier de cette étagère, donc Aviator, que j'aime bien, voilà, pas forcément non plus mon préféré. Et d'ailleurs, j'avais oublié à quel point ce fourreau est beau quand même, hein, comme ça, en métallique, c'est bien fait. Voilà, DiCaprio dans le rôle d'Howard Hughes, hein, encore une fois, très bon biopic. Alors, Kate Blanchett, mais Kate Blanchett, de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle est toujours formidable ici dans le rôle de Katharine Hepburn, plus vraie que nature.
Également Kate Beckinsale, et oui, dans le rôle de Ava Gardner. Alors c'est un film, hein, on ne le dira jamais assez, mais Scorsese est une bible à lui tout seul en termes de cinéma. Et ici, bah, quoi de mieux que d'utiliser l'image d'Howard Hughes pour retracer les années folles d'Hollywood, comme on dit. Alors c'est pas Babylone, hein, je veux dire, on va pas s'attarder sur les excès, les problèmes d'ego, ce genre de choses. Quoique Howard Hughes, voilà, avec quand même sa propre personnalité bien tourmentée, que Scorsese retranscrit d'ailleurs très bien dans son film, et que DiCaprio, dont c'est déjà, mine de rien, la deuxième collaboration, hein, après Gangs of New York, se débrouille bien, même si pour moi DiCaprio atteindra son apogée donc sous la houle de Scorsese avec Les Infiltrés. Alors ici, voilà, ça de nouveau du lourd, et bah, je suis content d'en parler. Dossier secret, Mr. Arkadine, réalisé par Orson Welles, qui n'est pas son film le plus connu. Certains cinéphiles ne le connaissent même pas, j'en ai même parlé. Donc voilà, qui pour moi est un excellent film, qui reprend un petit peu justement la structure de Citizen Kane, donc c'est-à-dire qu'on va mener l'enquête sur un personnage à partir des témoignages des différentes personnes qui ont bien connu dans sa vie. C'est en même temps c'est très différent de Citizen Kane parce que c'est un film qui va voilà qui va davantage jouer la carte de l'ambiguïté. Voilà, surtout qu'à l'époque, Orson Welles, voilà, était quand même en plein exil européen, il n'avait plus les mêmes budgets qu'auparavant, donc il était bien obligé de se débrouiller. Mais encore une fois, voilà, on est en plein, bon, je vais encore me répéter, hein, mais en pleine étude psychologique. Également, bon, ici dans Citizen Kane, c'était un peu la presse qui était un peu questionnée. Alors ici, on est plus du côté du gangstérisme, hein, je veux dire, vu que il est question quand même d'une histoire de règlement de compte entre truands, et que d'ailleurs Guy Van Straten, donc, qui est lui-même un petit truand américain, va mener l'enquête. Donc on est quand même sur quelque chose de plus sombre que Citizen Kane. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, donc un petit bijou, petit chef-d'œuvre, hein, même disons-le, bah, que Orson Welles, hein, c'est pas n'importe qui est pas son plus connu, hein, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais qui pour moi est génial à plus d'un titre, hein. Et si vous aimez le cinéma de Wells, vraiment, vous ne voudrez pas votre plaisir. Alors, de nouveau, donc, bah, l'armée des 12 singes, hein, celui-là, ce que je vais vraiment vous présenter, hein, pareil, j'avais trouvé sur une brocante, hein, je veux dire, une mission particulière. Alors, j'aime beaucoup l'armée des 12 singes, voilà, même si je sais, c'est fortement inspiré de la jetée de Chris Marker, que certains cinéphiles ne l'aiment pas à cause de ça, mais j'ai envie de dire, si on doit commencer à rejeter tous les films qui s'inspirent d'autres, alors j'ai envie de dire, bah, on n'aime plus rien, vu que, ben voilà, c'est quand même aussi le but du cinéma. Je dis toujours que le cinéma est affaire de répétition, c'est-à-dire on s'inspire, et puis voilà. Et puis, bon, même si je n'ai plus revu le film de Marqueur depuis quand même quelques temps, bah, voilà, Terry Gilliam, c'est pas Chris Marker, je veux dire que ce soit en termes de mise en scène, propos, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'Armée des 12 singes, bah, surtout très bonne interprétation de Brad Pitt, qui à l'époque, en plus, je pense, avait enchaîné avec Seven, c'était à la même époque, à plus ou moins 95-96, vraiment le moment où il voulait casser cette image de beau gosse que lui avait collé la presse et même la critique, hein, qui à l'époque le voyait comme un playboy de luxe, et qui a prouvé que, à travers des rôles comme ça de fou furieux, d'émurge, bah, qu'il était capable de montrer qu'il avait du talent. Pareil pour Bruce Willis, hein, je veux dire ici un petit peu en contre-emploi habituel, et qui est d'une vraie tendresse, une vraie sensibilité, et alors en plus, quoi de mieux que d'ajouter ma chanson préférée au monde, What a Wonderful World, de Louis Armstrong, faire rien que ça, je suis comblé, voilà. Alors, autre bah, monument, Les Sentiers de la Gloire, et oui, Stanley Kubrick avec Kirk Douglas,
Ben, que dire, si ce n'est que pour moi, c'est l'un des meilleurs Kubrick. Enfin, il faut savoir que Kubrick fait aussi partie de mes réalisateurs préférés. C'est pas celui dont on parle le plus, c'est Les Sentiers de la Gloire, mais moi je le trouve vraiment magistral à plus d'un titre, à commencer par la prestation tout en finesse de Kirk Douglas dans le rôle de cet officier qui va tout faire pour que justice se fasse. Et également, comment oublier cette scène absolument terrible où on voit cette jeune femme qui était jouée par l'épouse de Kubrick elle-même, Christiane Kubrick, qui justement arrive à émouvoir les soldats, où on pourrait penser qu'au départ, ils n'ont qu'une envie, passez-moi l'expression, c'est de lui passer dessus, et puis finalement, ben, au contact de sa voix, ils vont redevenir humains, et une scène ô combien géniale et touchante, avec toujours, déjà, bien avant Full Metal Jacket, un regard très cynique de Kubrick sur ce merdier que représente la guerre, et oui, voilà, dira lui-même. Donc vraiment, Les Sentiers de la Gloire, si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, ruez-vous dessous, mais de toute façon, Kubrick, c'est, j'ai envie de dire, c'est comme Orson Welles, hein, c'est quasiment que des bijoux. Alors dans le cas d'Orson Welles, peut-être oui, deux, trois petites choses peut-être à mettre un peu de côté, mais sinon pour le reste, voilà, ça reste du caviar, donc allez-y. Ensuite, alors celui-là, pareil, plus vu depuis l'époque, revient à moi, donc de Joel White avec Keira Knightley et bah, James McAvoy. Pareil, un film que je n'ai plus revu depuis, ça doit bien faire 10 ans. Alors dans mon souvenir, c'était plutôt bon, c'était un peu à l'instar du patient anglais, je veux dire du mélo pur jus, mais encore une fois du mélo bien fait. Aussi l'époque où ben voilà, James McAvoy et Keira Knightley montaient en grade, hein, Keira Knightley qui était en plein succès post-Pirates des Caraïbes et James McAvoy qui, c'était quelques années, je pense, avant qu'il ne rejoigne la saga X-Men. Il s'était fait connaître, je pense, par son rôle de faune dans le monde de Narnia. Et donc, voilà, donc beau mélo avec quand même, mine de rien, des scènes bah, assez érotiques et quand même. Alors entendons-nous bien, hein, c'est pas Basic Instinct ou Crash, hein, mais ça faisait bien le café. Je me souviens qu'à l'époque, bah, je peux me permettre de le dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux de toute façon. Moi qui avais un petit faible pour Keira Knightley à l'époque, bon bref, voilà, ça m'a marqué la rétine, voilà. Je vais m'arrêter là. Euh, alors, bah, voilà, encore une fois, je veux dire, un monument et l'un de mes cinéastes préférés, oui, je le dis beaucoup cette fois-ci, mais c'est vrai, Le Corbeau, réalisé par Henri-Georges Clouzot. Voilà, Clouzot, les amis, un régal, un vrai régal, avec un très bon casting, hein, je veux dire, voilà, Ginette Leclerc, Micheline, français, bah, je veux dire, que dire d'autre, hein, je veux dire, hein, donc, voilà, donc, Clouzot, donc, et Pierre Freinet a également l'immense Pierre Freinet, donc je vais dire qui traite, hein, je vais dire comme ça, d'une affaire de lettres qui vont mettre à mal la prospérité d'un petit village, entre guillemets, sans histoire, et qui pourtant, par le biais de ces lettres, vont ressurgir de terribles secrets. Alors c'est un film d'ailleurs qui a inspiré un certain Claude Chabrol avec ses films anti-bourgeois, je vais le dire comme ça, et alors, d'ailleurs, je viens de le voir à l'instant, mais le film s'accompagne aussi de très bon documentaire que j'avais vu à l'époque réalisé par Bertrand Tavernier et Jacques Siclier sur le corbeau, qui s'intitule Un souvenir du corbeau, qui, dans mon souvenir, est assez passionnant. Alors, je vais être honnête, hein, je n'ai plus vu le corbeau depuis un moment, mais Clouseau, c'est, voilà, pour moi, je pense aussi Le salaire de la peur, L'assassin, Habitou 21, enfin, vraiment, La vérité également, avec Brigitte Bardot dans peut-être son meilleur rôle. Donc vraiment, pareil, hein, si vous ne connaissez pas bien Clouseau, je vous invite vraiment à découvrir son œuvre. Alors, l'artiste, l'homme et l'artiste en lui-même est apparemment quelque peu particulier, mais voilà, niveau mise en scène, c'est du caviar, donc allez-y. Alors, ici, donc,
Voilà, donc pareil, le talentueux Monsieur Ripley, donc reçu à l'époque et plus revu depuis, alors je vais vite passer dessus parce que c'est pas forcément un film qui m'a marqué la rétine, hein, même si je me rappelle que dans mon souvenir, Jude Law, dans le rôle du fils richissime, était plutôt pas mal. Et voilà, moi j'avais largement préféré Place Soleil, hein, je vais dire avec Alain Delon, passé. Alors ici, âme sensible, s'abstenir, voilà, vous l'aurez compris. Hey, salaud, les 120 journées de Sodome. Pierre Paolo Pasolini, alors, bon, je vais vite le cacher avant de me faire striker. Ben, que dire de plus sur ce film, hein, si ce n'est qu'il est considéré comme l'un des plus choquants de tous les temps et qui, ben voilà, malgré toutes les horreurs hein, qu'on peut y voir, etc., est, ben, est très beau. Et très beau à regarder. Alors, si vous connaissez un peu le cinéma de Pasolini, c'est aussi très provoque, très controversé, mais avec un vrai propos sur le monde, une vraie dénonciation des travers de la société, ici tournée en dérision, inspiré également, hein, je pense que vous l'aurez compris, des écrits du Marquis de Sade. Si vous avez le courage de le lire, voilà. Moi-même, je l'ai lu et il faut quand même être préparé psychologiquement. Mais voilà, film qui, 50 ans quasiment, presque, après sa sortie, bah, reste toujours un choc. Alors pour la petite histoire, c'est pas étonnant d'ailleurs, mais c'est l'un des films fétiches de Gaspard Noé. Voilà, voilà. Il va servir de source d'inspiration pour pas mal de ses films. Donc voilà, Salaud. Si vous ne voulez pas le découvrir encore une fois, bah, ça se comprend, hein, je veux dire, on est quand même sur l'un des films les plus choquants qui soient, du choc à l'état pur. Mais voilà, ça reste quand même très pertinent, très intéressant, à plus d'un titre. Alors, autre classique dans un tout autre genre, hein, donc voilà, L'année du dragon avec l'immense Mickey Rourke réalisé par Michael Cimino. Alors vous voyez dans les suppléments une préface du non-moi immense Jean-Baptiste Toré. Alors voilà, L'année du dragon, très bon film policier, très bon Mickey Rourke aussi, qui était vraiment à son apogée à l'époque. Un film qui traite vraiment, ben, je veux dire, à la fois des triades chinoises, du trafic de drogue, où on a une enquête policière qui est classique mais rondement menée, avec en plus un personnage attachant qui est à la fois flic comme ça, un peu, je vais dire, mi-beauf et en même temps courageux à sa manière. Donc voilà, donc l'année du dragon, rien de plus précis à dire dessus. Alors, ben, on va continuer encore un petit peu avec encore du lourd, avec Kagemusha de Akira Kurosawa, pareil, hein, que j'avais acheté à l'époque, que je n'ai plus vu depuis longtemps, mais ben voilà, Kurosawa, ça fait partie de mes ben, cinéastes fétiches, hein, aux côtés de Ozu, de Mizoguchi, entre autres. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, Kobayashi également, mais voilà, Kagemusha, on est en plein Japon médiéval, hein, époque Kurosawa vénéré par-dessus tout, dans lequel s'entremêlent à la fois souffle épique et drame psychologique, et vraiment, bon cru, voilà, très pertinent. Alors, voilà, donc ici, je vais passer rapidement parce que voilà, l'édition simple du mépris de Jean-Luc Godard. Mais pourquoi est-ce que je vais passer dessus rapidement? Ben parce que j'ai entre-temps pris l'édition 4K, dont je parlerai probablement une autre fois. Alors, un petit Jim Jarmusch, hein, Broken Flowers, donc voilà, qui n'est pas forcément mon Jarmusch préféré, mais qui est sympa, voilà. Et puis c'est Bill Murray, hein, je veux dire, à sa grande époque, hein, son époque de clown triste, hein, qu'on aime beaucoup, et avec en plus un solide casting, hein, Sharon Stone, Jessica Lange, euh, Tilda Swinton aussi, voilà, j'ai parfois des problèmes de nom, mais voilà. Un bon road movie, bon road trip, hein, du Jarmusch à l'état pur, hein, je veux dire, un peu mélancolique comme ça, doux, amer.
mais il y a cette fin, voilà, c'est cette fin en queue de poisson qui pour moi est peut-être à l'égard du personnage, hein, un peu perdu, un peu paumé, mais au final, ça mène pas vraiment à grand-chose, en fait. Voilà. Alors, encore une fois, je vais vite passer dessus, hein, Frozen, la Reine des Neiges, voilà, acheté à l'époque, hein, un Disney, alors je sais, on en a énormément parlé, etc., mais un Disney que j'aime bien, voilà, que je préfère même au deuxième, même si je n'ai plus revu le deuxième depuis sa sortie ciné, mais même si on en a beaucoup parlé, dont une certaine chanson bref, passons. Pour moi, c'est un Disney de bon calibre, voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, celui-là, Foxcatcher, voilà, donc réalisé par Bennett Miller avec Steve Carell, bah, que j'adore, et Steve Carell qui prouve ici qu'il n'est pas uniquement qu'un comique et que ici il a un rôle vraiment très très ambigu. Je veux dire, un entraîneur comme ça qui est à la fois homosexuel refoulé et en même temps qui a un comportement comme ça quelque peu malaisant avec ses protégés. Et alors, l'occasion aussi de revoir Channing Tatum et Mark Ruffalo dans des rôles à contre-emploi. Alors, je vous avoue, je suis pas vraiment le plus grand fan de Channing Tatum, que je trouve toujours un peu inexpressif ou un peu lourdeau dans son jeu, mais ici, bon, c'est un peu lui la victime, donc j'ai envie de dire ça peut se comprendre. Alors, Mark Ruffalo, ben, je ne le dirai jamais assez, mais Mark Ruffalo, quand il est ailleurs que dans Marvel, ben ça, c'est un bon acteur, hein, je veux dire, voilà, toujours comme ça dans des rôles, que ce soit de bons, de moins bons, sortir avec les honneurs. Donc Foxcatcher, je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, et si à l'occasion, vous pouvez le revoir, allez-y. Alors, je vais passer rapidement sur les derniers avant voilà, la version live du livre de la jungle que j'aime bien. Pourtant, Dieu sait à quel point je suis très critique envers les remakes live Disney, mais voilà, le livre de la jungle étant l'un de mes Disney préférés, je trouve qu'ici la mise en scène de John Favreau, beaucoup plus que celle du Roi Lion, qui pour moi est abominable, est assez intéressante. Alors oui, hein, c'est un remake on va pas se mentir, du dessin animé original, mais ici il y a des côtés qui me plaisent bien. Voilà, il y a quand même un côté assez violent, hein, je veux dire, notamment dans ce remake-là, il va travers les combats entre Shere Khan et Baloo, entre Baloo et Ika, avec la voix hein, très sensuelle de Scarlett Johansson. Et voilà, mais voilà, je ne déteste pas ce remake live, je trouve même un petit peu plus audacieux que d'autres, parce que si vous l'avez vu, la fin du remake n'est pas forcément le même que celle du dessin animé d'origine. Et voilà, moi je trouve que c'est visuellement bien fait, ça fait le café, voilà. Alors celui-là, donc Dancer in the Dark de Lars von Trier, que j'ai depuis quelques années. Alors c'est un Lars von Trier posé, hein, je veux dire, c'est pas Lars von Trier enragé, type Antichrist, nymphomaniaque ou quoi. Alors Lars von Trier, ah, j'adore Lars von Trier, voilà. J'en parlerai un jour, c'est certain, je ne sais pas encore quand, mais voilà, j'aime tout de Lars von Trier, que ce soit Breaking the Waves, Les Idiots, Dancer in the Dark, Nymphomaniac. Je n'ai pas encore vu le deuxième volume, mais j'aimerais vraiment les voir en version complète. Alors on en pense ce qu'on veut, hein, le bonhomme est certes assez perturbé psychologiquement, mais voilà, ça reste un bon réalisateur. euh, voilà, qui propose vraiment de très 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 bonnes choses. Et et voilà, que dire de plus, hein, je veux dire, on aime, on n'aime pas. C'est un provocateur au même titre que certains dont j'ai parlé aujourd'hui, hein, Almodovar et Pasolini. Même si ici on est dans une provocation qui va franco, hein, donc ben, je vous le dis tout de suite, si vous êtes prude, regardez pas Lars von Trier, hein. C'est clair, c'est dit. Et voilà. Alors, ben, on va terminer donc, enfin terminer rapidement donc sur La piste des géants de Raoul Walsh avec tout jeune John Wayne encore à l'époque, accompagné d'une présentation de Patrick Brion. Alors je n'ai plus vu le film depuis très longtemps. Alors je sais que c'est un western qui compte beaucoup parce que c'est l'un des premiers John Wayne et c'est également aussi ben, l'un des premiers à partir également
des codes classiques du western, hein, je veux dire, hein, les comme ça, les chevauchés, les balades en convoi et ce genre de choses et voilà, mais à l'occasion, il faudrait quand même que je me repenche dessus parce que mes souvenirs sont quelque peu lointains, voilà. Alors après, donc, je vais terminer, je vais pas être très long, mais on repasse sur DC Comics avec le Blu-ray de Joker reçu à l'époque. Que reste-t-il encore à dire sur Joker? Alors voilà, j'aime bien le film, mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a des choses qui me plaisent bien, d'autres beaucoup moins. J'attends quand même de voir la suite. Mais voilà, même si c'est fortement, 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 j'insiste, inspiré du cinéma de Scorsese, hein, coucou Mean Street, Taxi Driver et La Valse des Pantins, c'est assumé comme tel, mais quand même, hein, Robert De Niro n'est pas dans le film par hasard, hein, il n'a pas non plus le rôle qu'il a par hasard. Si vous avez vu La Valse des Pantins de Scorsese, vous aurez compris où je veux en venir. Mais voilà, j'attends quand même de voir la suite, sans être, voilà, sans trépigner, mais voilà, bah, sinon que dire, hein, bonne interprétation de Joaquin Phoenix, un de mes acteurs préférés au monde, et voilà. Alors pour le reste, et je terminerai là-dessus, bah, voilà, donc les deux Batman de Tim Burton en édition simple. Alors attendez. Batman et Batman Returns. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai parlé lors de l'épisode 1 des éditions 4K que j'ai repris depuis. Et alors, pour le reste, hein, voilà, sans surprise, la trilogie de Nolan, hein, Batman Begins, The Dark Knight, et The Dark Knight Rises, hein, dont je vous les avais déjà montrés lors de mes vidéos rétrospectives. Et alors pour terminer, donc voilà, un combo, donc Batman contre le fantôme masqué et Sub-Zero, donc les deux films d'animation tirés de la série animée d'origine. Alors je vous avais déjà parlé de Batman contre le fantôme masqué. Sub-Zero, c'est un cran en dessous, moins bien. Et alors cette fois-ci, on va terminer sur du cinéma belge avec le fils des frères Dardenne. Alors pour moi, c'est leur meilleur film. Je dirais même que pour moi, c'est leur chef-d'œuvre. Pour moi, les frères Dardenne ne sont jamais meilleurs que quand ils ont un vrai scénario et tout en restant fidèles à leurs préoccupations sociales, ils proposent autre chose. Parce qu'ici, avec le fils, on est dans un thriller pur et dur. Voilà, on est face à un père qui accueille un nouveau venu dans son atelier de menuiserie, et alors il va très vite se rendre compte que le nouveau venu en question est le chauffard responsable de la mort de son fils, qu'il ne s'est jamais remis. Et donc tout le film va jouer autour de ça. Donc on a affaire à un vrai thriller psychologique qui multiplie les séquences d'émotion. Alors c'est pas un film d'action, hein, je veux dire loin de là, mais on a quand même du bon suspense, du bon thriller. Et comme je le dis, pour moi les Dardennes ne sont jamais meilleurs que quand ils sortent un petit peu de leur zone de confort, tout en restant fidèles à leurs préoccupations sociales. Et c'est là-dessus que j'en resterai. Et oui, 52 minutes de vidéo quand même à faire toute une étagère. Mais voilà, il me tardait quand même de reparler de certaines choses, alors j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été plus limpide que la dernière fois, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez des films évoqués dans ce deuxième épisode. Voilà, c'est toujours bienvenu. On en débat, je le dis toujours, dans la joie et la bonne humeur. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour reparler à nouveau de nouveaux films, hein. Il y aura évidemment Deadpool and Wolverine. Il y aura également bientôt Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice, que j'aime beaucoup. Et d'ici là, pas mal d'autres choses, dont un certain Bellatar. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à très bientôt. Salut, salut.